Je suis heureux d'accueillir autour de cette table Madame Gaëtane Ricarnioul, diplomate au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui a été secrétaire générale adjointe des consultations citoyennes pour l'Europe. Nous avions ici même, au mois de septembre, organisé une de ces consultations citoyennes qui avait été un très bon moment, avec les semaines sociales de France également. Et vous nous parlerez sans doute, entre autres, à partir d'un livre que vous avez écrit il y a quelques années déjà sur le projet de fédération d'États-nations et des questions de partage de souveraineté que nous avons aussi reprises largement dans nos propositions. Madame Snežka Mihajlović, merci aussi d'être parmi nous. Vous êtes directrice générale d'Europa Nostra, qui travaille beaucoup sur la question de l'Europe de la culture, du patrimoine. Et vous réagirez aussi sur la proposition numéro 6 sur les différents niveaux de conscience culturelle pour essayer de voir ce qu'on dit lorsqu'on parle d'une Europe de la culture. Merci en tout cas d'être parmi nous. Enrico Letta devrait nous rejoindre, qui est l'ancien Premier ministre italien et président de l'Institut Jacques Delors, qui est aussi un de nos partenaires précieux. Il nous parlera sur le développement économique et écologique comme conséquence aussi de ce personnalisme dont nous parlons depuis ce matin. Et puis Philippe Secrétin, qui est à côté de moi, qui est membre du Conseil des Semaines sociales de France, qui est un de nos partenaires fidèles également et qui nous présentera notamment l'appel pour l'Europe à l'initiative des chrétiens pour l'Europe. Voilà, merci donc maintenant de vous exprimer chacun à tour de rôle, soit assis, soit debout comme vous le préférez, pour une quinzaine de minutes. Donc merci Gaëtane Ricarnioul de commencer si vous le voulez bien. Merci et bonjour à tous. Merci de cette invitation et bravo d'abord pour ce bel ouvrage qui est le fruit d'une réflexion dans le temps long à laquelle j'ai eu la chance d'être associée à certains moments et donc c'est toujours agréable de voir le résultat d'une telle réflexion. Je sais que dans les propositions, la question de la fédération d'États-nations et du partage de la souveraineté est présentée comme une proposition institutionnelle et c'est vrai que ça amène un certain nombre de propositions sur ce terrain-là. Mais ce que je voudrais rappeler vraiment, c'est qu'il y a derrière cette idée beaucoup plus que la question des institutions et ça, c'est très en phase avec l'exercice que vous avez mené depuis 2 ans. C'est vraiment l'idée d'un projet politique et d'un projet de société pour l'Europe qui porte un nom, celui d'une fédération d'États-nations. Et c'est ce projet dont j'aimerais partager quelques éléments avec vous. Parce que finalement, la question essentielle de l'aventure européenne, comme vous la nommez, c'est finalement de savoir à quoi ça sert tout ça, quel est le sens de tout ça, qu'est-ce qu'on cherche à construire. Voilà, je pense que c'est la vraie question et je me permets pour ça de faire un clin d'œil à tous les débats participatifs que j'ai menés justement à travers les consultations citoyennes, mais aussi à travers le grand débat. Quand les citoyens, y compris des citoyens tirés au sort, qui ne sont pas des citoyens qui ont l'habitude de participer, arrivent, la question qu'ils posent, c'est pas comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais devoir faire, quel va être le sujet, c'est quoi le sens de ce que je viens faire, à quoi ça sert. Et je pense que fondamentalement, c'est la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. Et j'espère que c'est celle à laquelle les candidats au Parlement européen répondront principalement. Et le sens, évidemment, il se nourrit du rêve. Je pense qu'on peut utiliser ce terme d'une projection dans l'avenir. On voit que tous les citoyens qui viennent participer à ces débats, justement, ce qui les motive, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent projeter dans l'avenir pour les générations à venir, pour leurs enfants. C'est vraiment leur deuxième motivation. Le sens et puis finalement l'humain, ce que vous appelez aussi la personne dans votre travail et dont je crois que vous avez beaucoup parlé ce matin. C'est l'humain proche, ce sont leurs enfants, mais c'est aussi l'humain dans la société plus large et c'est vraiment une leçon aussi que je retire de ces débats participatifs, c'est que les gens ne viennent pas pour débattre pour eux, pour leur petit égoïsme personnel, mais vraiment ils se projettent dans un collectif. Donc
voilà pour la petite introduction. J'en viens au cœur du sujet. Vous évoquiez, quand vous m'avez invité, c'est vrai, cette dichotomie qu'on voit sans cesse apparaître de manière très forte dans ces élections européennes, entre d'un côté peut-être le fédéralisme et de l'autre côté le nationalisme. Et donc tout ça nous ramène en permanence à ces notions, à ce qu'elles charrient, à cette réflexion. Et il y a quelque chose que je trouve très étrange dans ce débat, c'est que quand on dit nationalisme, on pense justement, il y a une forme de récit, peut-être de rêve derrière pour certains. Il y a de la chair, il y a de l'homme, il y a une personne. Et quand on dit fédéralisme, dans la sphère de la pensée européenne, on pense structure, mode de décision, institution, des bureaucrates. Et s'il y a une vision, en tout cas derrière tout ça, elle est en tout cas largement désincarnée. Or, pour moi, qui suis une passionnée de ce sujet, c'est par essence la vision politique. C'est vraiment ce qui permet aujourd'hui, sans doute, une des fonctions les plus essentielles dans un monde globalisé. Le fédéralisme, c'est ce qui permet de faire vivre l'unité dans la diversité ou la diversité dans l'unité. Il ne vous aura pas échappé que c'est la devise de l'Union européenne et que donc penser son avenir sans penser fédéralisme n'a pas de sens. Et on revient à la question du sens. Ça veut dire quoi penser l'unité et la diversité, concilier les deux? C'est finalement permettre des décisions communes, permettre une gestion des biens communs et finalement fédérer. Si vous regardez le terme fédérer dans le Larousse, c'est tout simplement rassembler autour d'un projet commun. Il n'y a pas meilleur projet, évidemment, pour décrire l'Union européenne. C'est ça, mais c'est fédérer autour d'un projet commun tout en restant à hauteur d'homme. C'est le fameux principe de subsidiarité que vous évoquez fréquemment dans cet ouvrage également, qui est vraiment au cœur de la construction européenne. C'est cette idée qu'il faut fédérer les forces pour agir plus efficacement dans un monde globalisé, mais qu'il faut autant que possible agir au plus près de la personne, au plus près du citoyen. C'est bien l'idée du principe de subsidiarité. Alors, une fois qu'on a remis, je dirais, le fédéralisme dans cette pensée un peu plus générale et je l'espère un peu plus inspirante, comment on fait aujourd'hui justement pour que le fédéralisme nous aide non seulement à nous faire rêver, à nous projeter dans le futur, mais aussi concrètement à prendre des décisions et à orienter le sens de la construction européenne de demain. Et le problème du fédéralisme, de la pensée fédérale qui a accompagné la construction européenne, c'est qu'elle est depuis toujours marquée au fer rouge par une dichotomie qui ne bouge pas, malgré l'évolution de la pensée et l'évolution des réalités fédérales sur le terrain, puisqu'on a un certain nombre de pays fédéraux en Europe et ailleurs qui nous montrent comment évolue le fédéralisme dans le temps. C'est cette dichotomie entre, d'un côté, un État fédéral, un État en fait centralisateur finalement, très calqué sur l'idée de l'État-nation que nous connaissons, et de l'autre, un autre modèle qui serait une sorte de confédération d'États avec peu de liens finalement et qui serait plus dans la coopération et l'intergouvernementalisme que dans la communauté et la souveraineté partagée. On va y venir. Donc finalement, on associe l'idée, puisque bien sûr, on sait qu'aujourd'hui l'Union européenne est plus qu'une confédération, on se dit que quand on parle fédéralisme pour le projet européen, c'est nécessairement qu'on imagine l'Union européenne allant vers cet État fédéral très centralisé, très bruxellois. C'est la conception un peu sous-jacente qui est largement d'ailleurs prônée par les détracteurs du fédéralisme, mais dans lesquels, finalement, les fédéralistes eux-mêmes, ils tombent un peu dans ce piège aussi de vouloir exprimer ça comme ça. Quand on parle aller plus de fédéralisme au niveau européen, souvent on veut dire donner plus de compétences à Bruxelles. Ce qui est intéressant, c'est justement de penser le fédéralisme différemment pour l'Union européenne. Et c'est pour ça que j'ai voulu remettre au goût du jour une expression qui n'est pas de moi, comme vous le savez, mais de Jacques Delors à la base, qui est cette idée de fédération d'États-nations.
qui est vraiment une intuition politique chez lui, qui n'avait pas énormément développé en termes très concrets de propositions, et que j'ai essayé de pousser un petit peu plus loin. Je me suis beaucoup inspirée du travail d'un juriste qui s'appelle Olivier Beau, et qui justement a essayé de retirer cette idée de fédération de la sphère étatique, et donc de dire il y a 3 régimes politiques à l'avenir qu'on peut développer, c'est l'Empire, l'État et la fédération, et donc de sortir l'idée de fédération de la sphère étatique. Et donc chaque fédération finalement va trouver son équilibre entre des forces centrifuges et des forces centripètes, et aujourd'hui, la meilleure manière de décrire l'état de la fédération européenne, c'est celle d'une fédération d'États-nations. Mais une fédération d'États-nations inachevée, et qu'on devrait porter plus loin à son terme, ou en tout cas la rendre plus cohérente dans un ensemble fédéral. Et la fédération d'États-nations, du coup, va permettre, si on pense l'Union européenne de cette façon, et je sais que certains considèrent au contraire que l'idée d'aller vers un État fédéral sur le modèle de l'État-nation est plus ce qu'ils souhaitent pour l'Union européenne. Je dis juste ça, c'est mon point de vue que j'exprime ici, de dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne ressemble beaucoup plus à une fédération d'États-nations et devrait continuer dans ce sens. Pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne solution de continuer à prôner cette vision pour l'Europe? C'est parce que ça permet de résoudre 3 des enjeux majeurs pour la construction européenne de demain. Le premier, c'est l'idée du partage des compétences. On en parlait tout à l'heure, l'idée donc de comment on organise le partage de la souveraineté. Le deuxième, c'est la question du gouvernement, c'est-à-dire qui décide, comment, avec quelle légitimité. C'est la question du vote à la majorité, la question du budget européen, ce sont toutes ces questions essentielles. Et ensuite, c'est la question de la démocratisation, du renforcement démocratique de l'Union européenne. Je pense que penser plus loin la fédération d'États-nations permet de répondre à ces 3 enjeux qui restent très prégnants aujourd'hui. Sur le partage des compétences et la démocratie, et puis je m'arrêterai là, je pense, je ne vais pas rentrer dans la question du gouvernement parce que je pense que ce serait une autre intervention. Simplement, sur le partage des compétences, vous savez que dans les traités, on parle de compétences exclusives, partagées et complémentaires. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça fait référence à des choses très différentes et que le gros des compétences qui va se développer dans l'avenir concerne des compétences partagées. Vous avez le gros des politiques européennes qui se trouvent dans cette sphère de compétences. Or, on voit qu'aujourd'hui, on a dans les compétences partagées des sujets aussi différents que l'agriculture, qui est une vraie politique agricole commune d'un côté, et l'énergie de l'autre, par exemple, qui sont des politiques pas du tout développées de la même façon. Donc simplement 2 choses sur les compétences partagées et sur le partage des compétences. D'abord, pas de tabou, et c'est ça que permet d'appliquer l'idée d'une fédération d'États-nations, c'est de dire justement, n'ayons pas peur de ce débat, ne le laissons pas aux nationalistes, allons jusqu'au bout en parlant très franchement de ce qui est pertinent pour l'Europe de faire et ce qui est pertinent pour les États de ne pas faire, de faire. Si dans l'agriculture, demain, il s'avère qu'on doit changer un peu le curseur, pourquoi pas? N'ayons pas de tabou là-dessus, mais ne l'ayons pas non plus dans l'autre sens. C'est-à-dire, pour des sujets aussi importants que l'éducation et la culture, par exemple, dont vous parlez beaucoup dans le livre et à juste titre, n'ayons pas peur non plus d'aller plus loin dans ce que peut faire l'Union européenne et qui est devenu essentiel aujourd'hui. Et pourquoi n'ayons pas peur? Parce que aller plus loin à l'échelle européenne, ça ne veut pas dire nécessairement harmoniser. Ça veut aussi dire promouvoir la diversité et créer des ponts. Et clairement, dans le domaine de la culture, et Madame va l'expliquer beaucoup mieux que moi, c'est vers ça qu'on va. On n'est pas en train de dire, si on fait plus à l'échelle européenne, qu'on va harmoniser les cultures en Europe. Bien au contraire. De la même façon, si on fait plus dans le domaine de l'éducation, n'ayons pas peur de dire qu'on doit travailler beaucoup plus sur des socles communs, et notamment en matière d'apprentissage de la citoyenneté européenne, mais essayons aussi de renforcer la diversité et de créer des ponts justement entre la diversité des systèmes éducatifs en Europe, sur les compétences
Je m'arrêterai sur la question de la démocratie, je ne vais pas développer. Simplement, si on veut renforcer la démocratie à l'échelle européenne, elle ne pourra se faire de la même façon dans une fédération d'États-nations qu'en renforçant les liens entre les démocraties européennes et nationales, et pas nécessairement en ayant vers l'européanisation permanente de la démocratie, mais aussi d'européaniser, pas seulement à l'échelle européenne, je veux dire, mais aussi d'européaniser la démocratie nationale. Ça, je pense que c'est l'avenir et c'était essentiel. Ça doit se faire à l'échelle de la démocratie représentative, bien sûr, en créant beaucoup plus de liens entre ce que font les parlements nationaux et les parlements européens, notamment, mais pas seulement, il y a des tas d'autres pistes. Et puis, ça doit se faire, et je terminerai là-dessus, parce que c'est un plaidoyer qui me tient à cœur, au vu de la présentation que vous avez faite précédemment, c'est évidemment la démocratie participative. Vous en parlez beaucoup aussi de la participation, et je le salue. On ne renforcera la démocratie que si on crée les voies de la démocratie participative en Europe et des liens entre la participation citoyenne à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Je pourrais beaucoup plus développer là-dessus, mais je vais m'arrêter là pour permettre qu'il y ait un vrai échange avec la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à préparer vos questions pendant que nous allons entendre la deuxième intervention que vous venez d'introduire. Donc merci beaucoup. Donc, Madame Mihajlović, nous vous écoutons si vous voulez pour 15 minutes. Vous pouvez venir ici. J'ai quelques slides, j'ai voulu accompagner. Voilà, c'est bon. On va voir. Bonjour et merci infiniment. Merci infiniment à Antoine Arjakovski, mon cher collègue, qui m'a invité de participer à cette importante journée consacrée à l'Europe, ici au Collège des Bernardins, juste à 10 jours près des élections européennes, que beaucoup de gens définissent comme des élections historiques et fort importantes. Je viens de prendre ce journal qui était on dit « Les Français et l'Europe, une adhésion sans passion ». J'ai trouvé que c'était intéressant. Ce matin, Alain Lamassoure parlait de l'importance aussi de la passion. La passion, souvent quand on parle de passion, on parle des passions négatives, destructives, mais moi j'ai envie de parler avec passion positive de l'Europe, parce qu'effectivement, c'est la mérite parce que c'est un projet extraordinaire, un véritable miracle, qu'on y est arrivé là où on est arrivé, comme Alain Lamassoure l'a dit ce matin. Et je le dis aussi avec toute humilité. D'abord, moi, je ne suis pas quelqu'un qui participe dans les milieux académiques. Je vous adresse la parole pas en tant que quelqu'un d'académique, mais quelqu'un qui est une activiste pour l'Europe de la culture. Et en plus, je suis quelqu'un qui est né dans les Balkans. Je suis une Yougoslave d'origine serbe qui est tombée amoureuse de l'Europe à Nancy, en France. Au moment, en 85, quand Jacques Delors est devenu président de la Commission européenne. Donc j'ai bien envie de le dire, parce que j'ai ici l'honneur de parler en présence du président de l'Institut Jacques Delors. Jacques Delors qui a dit, je pense que vous le savez, il a dit on cite beaucoup Jacques Delors, mais moi j'adore une qu'il a dit, on ne tombe pas amoureux du marché intérieur. Effectivement, et madame, vous avez bien dit, quand on parle de l'Europe, on parle beaucoup des structures, des institutions, des règles, le discours a été trop institutionnalisé et on n'a pas donné suffisamment, en tout cas pas jusqu'à présent, suffisamment d'espace pour un discours amoureux de l'Europe. Et moi, je réponds toujours à cette phrase de Jacques Delors. Oui, effectivement, on ne tombe pas amoureux du marché intérieur, mais on peut tomber. Et je pense beaucoup de gens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe tombent amoureux de la beauté, de la culture et du patrimoine culturel européen. Des paysages, des monuments historiques, des musées, des œuvres d'art, des livres, etc., etc., etc. Donc, il y a bien de la place pour un discours passionnel, positif, et j'espère contagieux aussi pour l'Europe en ces temps très incertains que nous vivons.
Europa Nostra est une organisation non gouvernementale qui s'occupe de la protection du patrimoine culturel, mais d'abord le génie de lieu. Merci beaucoup encore une fois au Collège des Bernardins d'avoir sorti cet ouvrage qui est le produit de 2 années, je pense, de réflexion. Et merci de dire qu'en fait, vous employez le mot « le goût de l'aventure européenne ». Encore une fois, on est dans un récit qui est différent. Et encore une fois, Jacques Delors a parlé, il faut donner de l'âme à l'Europe. Je pense que Václav Havel a parlé aussi où est le cœur de l'Europe. Quelqu'un d'autre a parlé en fait de la nécessité de lui donner, de donner un nouveau regard, une vision. Et effectivement, vous parlez aussi du goût, parce qu'on peut pas, pour le goût, il ne faut pas parler fade de l'Europe. Il faut l'accompagner avec de l'imagination et avec de l'audace. Et c'est ce que vous faites dans vos propositions. J'ai déjà ce matin réagi à cette proposition pour moi fondamentale et pour Europa Nostra fondamentale, qui est la proposition 1, de donner un enseignement de l'histoire européenne en fait une grande priorité. Donc on en a parlé ce matin. Et alors maintenant la proposition 6, où je voudrais effectivement faire aussi un plaidoirie pour donner beaucoup plus de la place pour l'Europe de la culture et l'Europe du patrimoine culturel. Parce qu'en fait, au Collège des Bernardins, l'Europe vit ici depuis presque 1000 ans, depuis la naissance de ce lieu. Et en fait, quand vous avez restauré ce lieu, je suis ravie de voir que vous avez restauré non seulement des pierres, mais vous avez restauré l'esprit du Collège des Bernardins. Et donc, nous avons été fiers de donner un prix, un grand prix pour la conservation pour le Collège des Bernardins. Donc, je voulais encore une fois vous féliciter de tout ce que vous faites pour l'Europe de la culture. Alors, Europa Nostra, grand mouvement, nous sommes des activistes, des tailleurs de pierre aussi de cette magnifique cathédrale pour l'Europe. Beaucoup de gens, beaucoup d'associations, 250 associations, 150 collectivités locales, donc une grande famille européenne qui est engagée pour le patrimoine culturel. Et puis, c'est un peu notre... Nous sommes une grande chorale, vous avez parlé beaucoup de voix, et ça, c'est Maestro Placido Domingo, qui est le président d'Europa Nostra, qui est notre le lead voice. Donc, c'est notre ténor qui est avec nous, est en train de chanter la partition de l'Europe de la culture. Nous donnons des prix, nous le faisons avec l'Union européenne, très fiers de promouvoir, parce qu'on parle beaucoup de problèmes. Mais il y a tellement de magnifiques histoires, magnifiques réussites, magnifiques exemples de coopération dans tous les domaines, et notamment dans le domaine culturel. Nous donnons prix pour les grandes réalisations et les petites réalisations, mais exemplaires pour le patrimoine culturel. Mais le patrimoine culturel est aussi en danger. Et donc, effectivement, c'est une cause commune, c'est quelque chose que nous portons aussi une responsabilité commune pour ce patrimoine que nous avons hérité et que nous devrions aussi porter aux générations futures. Alors, nous avons un programme qui s'appelle les 7 merveilles de l'Europe en danger et que nous essayons de faire jouer la solidarité pour sauver le patrimoine en péril. On parle beaucoup de renaissance, n'est-ce pas? De relancer le projet européen et aussi éventuellement de renaissance de l'Europe. Évidemment, cette année, c'est en fait les 500 ans de la mort de Leonardo de Vinci. Il y a très peu de temps. Nous avons déjà eu un événement, en fait, le président Macron, le président Mattarella, ils étaient recueillis devant la tombe de Leonardo da Vinci. Donc, la Renaissance est-elle possible aussi aujourd'hui au XXIe siècle? Alors nous répondons avec Europa Nostra, nous répondons que s'il y a 500 ans, la révolution, vraie révolution, était de mettre l'homme au centre de la pensée et de la société, en fait aujourd'hui, une des révolutions de cette Renaissance qu'on devrait tous œuvrer pour cette Renaissance, devrait de mettre la culture et ce patrimoine culturel là où ils appartiennent, au centre du projet européen. Or, aujourd'hui, il est quelque part, en tout cas dans les discours des hommes politiques, dans mes familles politiques, il est quelque part en périphérie. Or, il est au centre.
Et alors un autre grand génie européen, Beethoven. Ce matin, nous avons entendu l'Ode à la joie. Beethoven qui s'est inspiré de Schiller, parce que les paroles sont très importantes. On connaît la musique, mais trop peu de personnes connaissent pourquoi est-ce que c'est justement devenu l'hymne de l'Europe. C'est cette fraternité que l'Ode à la joie est en train de promouvoir. L'année prochaine, c'est 250 ans de la naissance de Beethoven. Donc nous avons vraiment extraordinaire, une inspiration magnifique pour montrer que l'Europe, pour parler Plácido Domingo, est un magnifique thème avec variation. Donc il y a énormément de variations, mais il y a aussi un thème. Il y a quelque chose qui relie tout ceci et relie à travers des siècles déjà. Donc vous parlez de cette conscience européenne, mais cette conscience européenne, elle s'est bâtie à travers des siècles. C'est pas Bruxelles qui va le décréter, n'est-ce pas? On n'a pas peur. C'est quelque chose qui a existé et qui s'est bâti et qui continue à se construire à travers continuera à se construire. Et donc, nous avons aussi lancé un challenge. Nous avons, avec Plácido Domingo, lancé un challenge. On a invité tous les citoyens en Europe et en dehors de l'Europe, de faire leur interprétation de l'Ode à la joie et de rappeler que l'Europe, oui, il y a plein de peurs, mais l'Europe, c'est aussi la joie. Et il faut parler aussi en termes positifs de l'Europe. On a commencé trop à parler uniquement en utilisant des adjectifs ou des mots négatifs ou même violents quand on parle de l'Europe. Et alors, votre président, je sais que, bon, c'est justement puisque je ne suis pas française, je me permets à montrer la photo du président de la République, parce que nous, Europa Nostra, on a admiratif le discours, le premier, parce que tout le monde parle du discours de la Sorbonne, mais le discours sur l'Europe à la PNIX à Athènes, donc le lieu patrimonial par excellence, c'est là où est née quelque part la civilisation européenne. Il a fait un magnifique discours, surtout la troisième partie qui porte entièrement sur l'importance de la culture européenne, de ce patrimoine culturel européen que nous partageons et qui doit être au cœur du projet européen. Je vous dis, même faire une blague, que quelqu'un qui m'a même félicité qu'Europa Nostra a probablement rédigé ce discours parce que c'était un peu notre récit. Alors moi j'ai dit, mais oui, on est très influent, mais en tout cas, on était en phase avec ce que le président de la République a fait. Et c'était le premier chef d'État, je dois quand même le dire, en Europe d'aujourd'hui, qui a osé mettre l'accent d'une telle manière sur l'importance de cette culture que nous partageons. Elle est variée, mais nous la partageons et elle est aussi commune. Et alors, c'est pour toutes ces raisons-là que nous nous sommes battus pour que l'Union européenne déclare l'année dernière comme l'année européenne du patrimoine culturel. Beaucoup de dirigeants politiques n'étaient pas convaincus du tout que c'était ce dont l'Europe avait besoin. Mais nous les avons convaincus avec le Parlement européen, et c'était avec très peu de moyens, une effervescence, je dirais. Il y avait une mobilisation citoyenne, aussi des institutions, et on a fait quelque chose, on a fait bouger des montagnes, parce que beaucoup des institutions ont commencé à parler patrimoine et de se rendre compte que c'est une ressource extraordinaire non exploitée, dans le bon sens exploitée de l'Union européenne. Et alors, je vais vous dire seulement que nous avons fait un grand rassemblement à Berlin et nous avons adopté un appel de Berlin qui dit que le patrimoine culturel est un atout pour l'avenir de l'Europe. Donc ce n'est pas seulement le passé, mais c'est aussi de l'avenir. Alain Lamassoure parlait du risque de l'amnésie. Et effectivement, on ne peut pas construire l'avenir de l'Europe si on a une amnésie et on n'est pas inspiré de tout ce bagage que nous portons et un bagage aussi positif. Et alors, merci beaucoup Antoine, merci à Jakowski et le Collège des Bernardins. Vous avez signé ce appel de Berlin. Peut-être d'autres gens vont le signer parce que c'est ouvert. C'est quelque chose qui dit pourquoi est-ce que le patrimoine est important et toute une série, 7 actions où nous demandons avec beaucoup de force à l'Union européenne de développer une stratégie véritable pour le patrimoine culturel. Et c'est déjà, à la fin de l'année, il y a des documents importants qui ont été faits et il y a vraiment un momentum politique qui a été créé. Alors, 15 avril, Notre-Dame en flammes. 15 mai, c'est la photo que je viens de prendre ce matin en venant de Bruxelles, ici, au Collège des Bernardins. Un mois plus tard, le chantier, déjà, enfin quelque part, c'est cette cathédrale
presque on pourrait dire, c'est le symbole, c'est cette cathédrale de l'Europe qui sera en construction et en rénovation tout le temps. Mais pourquoi je vous montre, tout le monde a vu combien en fait les flammes de Notre-Dame ont fait démontrer combien c'est important. Hélas, quand on perd quelque chose, c'est là où on se rend compte combien c'est important et combien, en fait, c'est au-delà de la France, c'est l'Europe. C'était devenu un peu l'Europe, le symbole de l'Europe, de la culture aussi, de spiritualité, qui est en danger par manque de soins et manque de moyens. Et donc, j'étais ravie parce que la France a réagi très bien sur beaucoup de domaines, mais aussi une des ripostes qui était faite a rassemblé à Paris le 3 mai tous les ministres de la culture de l'Union européenne et tous les ministres des Affaires européennes à Paris pour faire une conférence sur patrimoine européen. Déjà, les tours, miraculeusement, enfin pas miraculeusement, grâce aux sapeurs-pompiers qui ont sauvé les tours, sont devenus le symbole de cette culture qui est millénaire de l'Europe et qui nous partageons, et nous devons nous mettre ensemble pour mettre les moyens davantage pour pouvoir le préserver et l'utiliser comme ce ciment, finalement, de quelque chose qui fait de la cohésion entre les citoyens et pas quelque chose qui divise les citoyens. Alors, juste une semaine plus tard, à Sibiu, la semaine dernière, les chefs d'État étaient à Sibiu, magnifique ville, multiculturelle, et aussi historique ville, dans un lieu magnifique. Puis ils ont sorti une déclaration. Moi, je ne sais pas si vous l'avez lu, ces déclarations à Paris. Moi, quand on était réunis le 3 mai, je me suis dit, ça y est, il y aura une déclaration qui aura au moins un paragraphe inspirant sur l'importance du patrimoine européen. Ben, j'ai pas trouvé ce paragraphe. Toutes ces déclarations m'a laissé, moi, passionnée pour l'Europe, m'a laissé sur ma soif. Je trouvais que c'était une déclaration, je m'excuse, mais rédigée par les fonctionnaires. Elle manquait de l'élan. Elle manquait. Quand on est dans la période dans laquelle on est maintenant, alors on rédige quelque chose d'audacieux et un peu plus inspirant. Mais peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a. Mais bon, il y aura d'autres déclarations. C'est juste une déclaration et le mouvement est là, et nous pensons que nous allons certainement, avec beaucoup d'associations, nous allons nous battre avec le nouveau Parlement pour qu'on donne effectivement plus d'importance à la culture. Et alors, juste encore 2 exemples pour rendre mon propos moins théorique, mais très concret. Tout près de Paris, à 18 km Paris, il existe Bougival. Quelqu'un connaît Bougival ? Oui, vous connaissez Bougival et la Villa Viardot. La Villa Viardot qui a été sélectionnée dans la mission Berne. Nous nous sommes battus beaucoup avec Placido Domingo pour soutenir Georges Chaminet, le Centre européen de musique. Demain, d'ailleurs, on va le lancer en présence du président de la République. Mais tout ça pour dire, cette Villa Viardot, moi je dis souvent, c'est là où les maires et les pères fondateurs de l'Europe se sont... On dit souvent il y a les pères fondateurs, mais il y a les mères fondateurs également. Et il y en avait pendant des siècles, finalement. Et c'était notamment tous ces artistes, tous ces scientifiques, tous ces gens qui ont bâti cette conscience, cet esprit européen, cette âme européenne. Et cette maison, miraculeusement, elle est encore là. Et elle va être restaurée. Grâce aussi au soutien de la Fondation du patrimoine, je salue Bertrand Feydeau qui vient d'arriver. Tout ça pour dire, et il y aura un centre européen de la musique, c'est comme ça, par des projets concrets qu'on va promouvoir cela. Et puis, je dois quand même vous montrer la photo de la ville où je suis né. Ah non, pas pour la dernière photo. Ça c'est pas juste. Ok, je voulais vous montrer la photo de Belgrade et surtout la photo du monument à la France dans la forteresse de Belgrade. C'est la seule capitale qui a... voilà, la forteresse de Belgrade. Ensemble avec Laurent Lévi-Strauss, on a été là parce qu'on se bat. On se bat là pour sauver cette forteresse qui en fait aussi raconte 3000 ans d'histoire de l'Europe, pas de l'histoire de la Serbie, mais de l'histoire de l'Europe. Et puis un projet d'un téléphérique fantaisiste du gouvernement qui n'écoute pas les experts
prospère et qui veut se mettre là, sur cette forteresse. Donc il y a plein de raisons, pas que seulement des flammes d'un incendie, mais il y a des projets qui en fait ne respectent pas l'âme de notre culture et l'âme de notre patrimoine, et il faut qu'on se batte contre. Mais pour finir, le monument à la France, le seul capitale européenne qui a un monument à un pays, surtout la France, et qui dit « Aimons la France comme elle nous a aimés ». C'est très romantique, encore une fois, il faut avoir de l'émotion et de la passion, mais c'est aussi, je vous ai montré ici, vous allez voir, il y a 2 bas-reliefs. Un bas-relief ici, à gauche, vous montre des soldats, parce qu'évidemment, il y avait une alliance militaire. Et puis de l'autre côté, on le voit moins, mais là, c'est l'hommage à l'éducation, à ce que la France a fait sur le domaine de la culture et de l'éducation pour aider la Serbie. Alors, je trouvais que c'était très symbolique, et symbolique aussi le message qu'on doit, dans les relations aussi avec le reste de l'Europe, y compris les pays qui sont candidats à l'adhésion, beaucoup plus investir dans l'éducation, dans la culture, afin que cette réunification de l'Europe ne se fait pas uniquement par les marchés, mais qu'elle se fait par les cœurs, par les âmes et par les citoyens tous engagés et par notre mémoire. Merci beaucoup. Merci Madame. Là encore, je vous propose de préparer vos questions pour tout à l'heure. Vous nous avez illustré de manière très vivante ce que pouvait être l'Europe de la culture. Monsieur Enrico Letta, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je disais tout à l'heure que vous étiez président de l'Institut Jacques Delors, qui est un des partenaires importants de notre séminaire. Voilà, nous serons heureux de vous entendre maintenant pour 15 minutes, si vous le voulez bien, sur quelques conséquences politiques, économiques, sociales de cette vision personnaliste que nous voulons retrouver. Merci. Je m'excuse du retard qui a été concordé, mais c'est toujours quelque chose que j'aime pas de faire. Mais merci de cette invitation. On a un partenariat de long terme, désormais avec le collège. Et donc, je suis particulièrement ravi d'être là et de pouvoir ajouter aux mots que j'ai entendus. Je n'ai malheureusement pas entendu ce que Gaëtan a dit au début, mais c'est sûrement très bien. Mais je suis ravi de pouvoir ajouter quelque chose de mon point de vue et d'ajouter peut-être un petit discours sur le fait que les prochaines 5 années après les élections européennes du 26 mai vont être des années après ces élections qui vont nous demander de donner des réponses à quelques défis qui sont un peu nouveaux, qui n'étaient pas les défis qu'on avait auparavant. Donc je veux citer ces défis et dire comment cette législature européenne qui s'ouvre a le devoir de donner des réponses à ces défis. Si elle ne donne pas de réponse à ces défis, moi qui suis euro-optimiste, comme vous, madame, par définition, j'ai grandi entre Pise et Strasbourg. J'ai eu la chance de m'occuper d'Europe dans mon activité politique. Je m'occupe d'Europe dans mon activité académique. Et j'ai eu le grand honneur qu'on m'ait demandé de devenir le président de l'Institut Jacques Delors. Donc je suis un homme heureux. Je fais et je m'occupe de ce que j'ai toujours aimé. Mais dans cet optimisme, je sais et je vois les difficultés qu'on a dans nos sociétés aujourd'hui et surtout le clivage que nos sociétés voient avec une partie importante de nos sociétés qui ne voit pas de bénéfice à participer à l'aventure européenne. Une partie de nos sociétés qui se voit à la marge de l'aventure européenne. Une partie de nos sociétés qui voit l'aventure européenne comme quelque chose pour les autres, pas pour eux. Et je pense que c'est surtout à ce défi qu'il faut adresser. Alors je cite quelques-uns de ces sujets. Et je vais me laisser 5 minutes à la fin pour toucher le sujet qui m'intéresse le plus aujourd'hui, qui est le sujet de la technologie. Je le dis pour le tableau. Je vais parler du smartphone à la fin. Premier point, on sort d'une phase dans laquelle l'Europe a discuté sur la possibilité d'être sans un pays, le Royaume-Uni. On
n'a pas encore compris comment ça va se terminer. Mais qu'est-ce que la sortie du Royaume-Uni pourrait changer dans quelques-uns des domaines qu'on a devant nous? Je cite le grand sujet de la fiscalité et le grand sujet des impôts. Parce qu'aujourd'hui, on comprend tous que le problème du désamour d'une partie de nos peuples vers l'Europe est un désamour lié aux inégalités croissantes en Europe. Et les inégalités sont liées en bonne partie à une question d'inégalité dans les opportunités d'éducation et d'inégalités croissantes dans l'aspect social des revenus. Et on sait tous très bien que l'Europe se trouve dans la pire des situations de ce point de vue-là. Quand je pense qu'en Europe, aujourd'hui, année 2019, on a des paradis fiscaux, ou des presque paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe, je pense qu'il faut cibler sans aucun doute et avec détermination le grand problème. Quand on est dans le même marché, on a la même monnaie et on a des paradis fiscaux à l'intérieur, à la fin, rien ne marche. Alors je pense que la prochaine législature européenne doit adresser ce sujet, doit résoudre définitivement ce problème. Il est impossible pour chaque pays, pour tout pays européen, d'avoir une politique contre les inégalités si on continue à avoir à l'intérieur, à 200 km, 300 km de Paris, des paradis fiscaux qui, naturellement, avec la mobilité des capitaux aujourd'hui, rendent impossible toutes sortes de réponses d'autres manières. Je cite ce point-là, de mon point de vue, c'est un point essentiel, fondamental, exactement pour adresser cette question des inégalités. Deuxième grande question est liée à la question environnementale. Nous avons eu une législature importante sur ce sujet. La conférence de Paris, la COP21, a été, disons, la pointe de l'iceberg de grandes et très importantes réalisations. La prochaine législature sera peut-être plus importante que ça, parce que les choix et les engagements de la COP21, pour le moment, ne sont pas appliqués. Et on a tous l'impression que c'est un grand succès politique. Maintenant, il faut que ça devienne concret, ça devienne du concret. Mais on a tous surtout l'obligation de faire en sorte que l'Europe, comme le pape nous a demandé de faire, soit dans le monde entier le leadership sur ces sujets. On a le premier pape non européen de l'histoire qui demande à l'Europe de s'unir pour avoir du leadership pour le reste du monde. Il a raison. L'environnement est un sujet majeur. Il est en train de mobiliser nos jeunes. C'est un bonheur de les voir mobilisés sur ce sujet. C'est un des sujets sur lesquels on peut tomber amoureux de l'Europe. Et je pense que c'est le sujet, peut-être Gaëtan peut nous en dire quelque chose de plus, mais dans les consultations citoyennes, de ce que j'ai su, ça a été le sujet sur lequel on a plus discuté, l'environnement. Et on sait tous très bien que l'Europe est à l'avant-garde. Et elle est à l'avant-garde sur deux tendances qui sont très intéressantes, parce que c'est vraiment la raison pour laquelle l'Europe est importante. La première tendance, à notre intérieur. Je parle de mon pays, je ne veux absolument pas me permettre de parler de la France. Mais mon pays à moi, c'est un pays dans lequel toute règle juridique de défense de l'environnement est issue d'une obligation communautaire. Ce qui peut-être veut dire que s'il n'y avait pas d'Europe, on ne serait pas si à l'avant-garde sur les règles européennes, sur les règles de l'environnement. Et pourquoi ça? Parce que dans les pays du Sud, l'environnement n'a jamais été la priorité, pour des raisons climatiques, géographiques. L'environnement est surtout une histoire scandinave, les règles sur l'environnement. Mais c'est naturel. Ils ont dû et ils combattent pour vivre avec un environnement hostile. Et donc, quelle est la grandeur de l'Europe? Prendre les règles meilleures parmi nous et les rendre les règles de tous. La force de l'Europe, c'est d'avoir à l'intérieur des pays qui ont une expertise sur ce sujet, qui est devenue l'expertise européenne. Et aujourd'hui, on a des règles à l'avant-garde grâce à l'Europe. Mais il y a l'autre sujet, la dimension mondiale.
Ce n'est pas nous les pollueurs du monde, on le sait très bien. Les pollueurs du monde, c'est des autres. Et nous, on est à 15% des émissions du monde, peut-être. Mais le restant, 85%, c'est le reste du monde. Et il faut obliger le reste du monde à avoir des règles et à appliquer des comportements différents. Et on peut le faire seulement avec l'Europe unie et leader qui soit capable de le faire. Regardez les accords de Paris. Trump sort des accords de Paris, mais grâce à l'unité et au leadership européen, il sort seul. Dites-moi une autre grande décision mondiale dans laquelle la décision du président des États-Unis le laisse seul. Parce que les autres, sous le leadership européen, prennent une autre décision. Mais c'est à cause de l'unité des Européens. Les Chinois, les Indiens, les Coréens n'auraient pas fait ce choix si l'Europe n'avait pas été unie. Je cite ce point parce que là, on comprend l'importance stratégique et en fait la parole du pape sur ce sujet, la responsabilité de l'Europe. Il y a le troisième grand défi, c'est un des autres grands défis qui nous amène à la parole, à la pensée de Jacques Delors, c'est l'Europe sociale. Si la crise des 5 années qu'on a derrière nous, ou bien des 10 années qu'on a derrière nous, a été une crise surtout sociale, qui a changé, qui a fait basculer, bien, on sait très bien qu'il faut donner une réponse au niveau européen dans laquelle la société, le social, adresser les problèmes qui sont liés aux problèmes de nos sociétés, la question du welfare, la question liée au vieillissement de nos peuples. Je vous cite seulement le fait qu'en Allemagne et en Italie, 23 et 21% de la population de ces deux pays a plus que 65 ans. Et ça va bouger, parce que ou bien on accueille des immigrés, ou bien on double le nombre d'enfants qui naissent. Et ce qui m'agace de mon pays, c'est qu'on ne veut ni l'un ni l'autre. Et c'est vraiment suicidaire. C'est suicidaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'Europe doit se mêler sur ces sujets? Le fait que dans nos sociétés, dans la partie rurale de nos sociétés, la perte de services publics, la perte de repères, de lieux où avoir le service public est devenue une des raisons majeures pour lesquelles les gens ont pensé que l'Europe est négative pour eux, à la fin. C'est très facile d'entendre, à cause aussi du manque de responsabilité des leaders locaux, de se dire, bon, on ferme l'hôpital à cause de l'Europe. On ferme le service, on change les services de bus et on élimine des courses à cause des règles financières de l'Europe. Et je pense qu'on est allé trop loin dans ce jeu et il faut absolument changer dans tout ça. Il y a dans le mot Europe sociale la question du travail, de l'assurance, chômage, de tous ces sujets. Je pense que la prochaine législature doit donner des réponses là-dessus. Mais je suis arrivé à mes dernières 5 minutes et donc je parle du smartphone. Pourquoi je veux parler du smartphone? Et excusez-moi si je casse un peu en vous demandant de participer au débat. Je casse un peu, disons, le rôle académique que vous m'avez donné. Pourquoi aujourd'hui la question du smartphone est si importante que ça? Pour une raison technologique et une raison philosophique, ensemble. Et tout ça me lie à la parole du pape. Le rôle, la mission de l'Europe, sur un sujet pour lequel il n'est pas tout de suite évident de lier tout ça, et de le lier aux élections européennes, à la prochaine législature européenne. Mais en vérité, c'est bouleversant le changement qu'on est en train de vivre. La première fois que j'ai mis les pieds dans ces locaux, il y a 4 ans, j'aurais même pas pensé au sujet dont je suis en train de vous dire quelque chose. Le changement est là et même la pensée juridique n'est pas prête.
on a perdu, on le sait, la course sur la technologie. Sur beaucoup de sujets, sur le mobile, c'est évident. Il y a 10 ans, dans cette salle, j'aurais demandé qui a un mobile européen, un Nokia, et il y aurait eu probablement un tiers de la salle qui aurait levé la main. Si je vous demande aujourd'hui qui, comme moi, a un téléphone californien, américain, un Apple, qui est-ce qui lève la main? Si maintenant je vous demande qui a un téléphone mobile coréen, un Samsung, et si je vous demande maintenant qui a le téléphone mobile chinois, Huawei. Bon, la salle est pratiquement complète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Nokia? Il y a des Nokia, voilà. Applaudissements au Nokia de la salle. Pourquoi j'ai fait ce petit sondage? Parce qu'on a perdu clairement le match de la technologie. On l'a clairement perdu. Sur un sujet, je souligne ce point-là, sur lequel le mobile n'est pas une lave-vaisselle. Ce n'est pas une technologie neutre. Le mobile est devenu, pour la première fois de l'histoire de l'homme, la existence d'une deuxième identité de la personne. Le mobile est mon double. Si quelqu'un entre dans mon mobile ou dans votre mobile, il est capable de savoir tout sur ma personnalité, sur mon identité. Il sait avec qui je parle, quel site je visite, comment je conduis la voiture, bien, mal, tout. Et dans nos vies, on n'a jamais eu rien de pareil. Moi, en parlant, j'ai la chance de vivre ces 4 ans à Paris, j'ai eu la chance de vivre avec les jeunes. Et en parlant avec les jeunes vingtenaires aujourd'hui, je leur dis la différence entre ma génération et la vôtre, c'est que vous êtes beaucoup mieux que nous sur le numérique, vous êtes smart, vous êtes tout, mais attention, nous, on pouvait faire toutes les bêtises qu'on voulait, il n'y avait aucune trace des bêtises qu'on faisait. Vous, chaque bêtise que vous faites, il y a une trace, parce que vous postez tout ce que vous faites. Et attention, parce que moi, quand j'ai fait mon premier colloque de travail, d'embauche, la personne que j'avais devant moi, c'était ma parole, mon sourire, ma sympathie ou mon antipathie, les 3 lignes qu'il y avait sur mon CV, point. Aujourd'hui, dans un colloque d'embauche, je vais regarder ce que le type a posté pendant les dernières 5 années. Et je sais vraiment qui c'est. Et s'il a fait une bêtise, cette bêtise peut lui coûter le job. Mais il y a quelque chose de plus que ça, on le sait très bien. Les guerres du futur vont être combattues non pas pour les frontières, non pas pour le pétrole, comme ça a été le cas dans les années passées, mais elles vont être combattues pour la propriété et l'exploitation des données personnelles qui sont contenues là-dedans. Avec ces données, si vous les mettez tous ensemble, vous pouvez gagner des campagnes électorales, vous pouvez organiser des campagnes de marketing gagnantes, vous contrôlez les marchés, vous faites du blackmail pour les personnes, les organisations, les nations. C'est le vrai nouveau pouvoir. Et si c'est le nouveau pouvoir, on est aujourd'hui complètement dans le Far West des règles. Au niveau mondial, rien n'existe et nous tous qui sommes ici, nous avons nos données personnelles stockées quelque part à Cupertino, les miennes et celles d'entre vous qui avez Apple, ou à Séoul, ou à Pékin. Et franchement, je le dis très franchement, je n'ai aucune confiance dans un emploi fair, correct de ces données. Je pense que les leaders, les dirigeants, les propriétaires des grandes high-tech, entre un profit et la nécessité de protéger l'identité
de quelqu'un d'entre nous, ils n'auront aucun doute sur le choix à faire. Ça a déjà été le cas dans beaucoup d'exemples. Ils seront obligés seulement s'il y aura des règles à les obliger. On ne peut pas s'attendre que ce soit la générosité ou une question de réputation. On a déjà vu le scandale Cambridge Analytica avec Facebook. Je trouve que c'est un scandale incroyable, incroyable. Et ça, c'est pour le côté américain, donc pas de règles, parce que l'industrie high-tech doit courir. On ne peut pas mettre les bâtons dans les roues. Mais le côté chinois, c'est même pire, parce que c'est l'idée que l'État entre à travers ces données et crée un espèce de contrôle de la société. Donc la sécurité de la société à travers la possibilité invasivement d'entrer dans les données et donc dans la vie des personnes. Et je termine sur ce point-là, parce que là, c'est la raison fondamentale pour laquelle l'Europe unie est fondamentale pour le futur. Parce que pour nous, les Européens, ni l'approche américaine, ni l'approche chinoise a rien à faire avec notre philosophie et nos valeurs, qui sont celles de dire que si le double, qui est le téléphone mobile, est ma personne, il doit être protégé comme ma personne, et son identité est protégée. Et je pense que ce sujet aujourd'hui est essentiel, fondamental. C'est le sujet sur lequel l'unité des Européens peut obliger les autres à tenir des règles, parce que pour nous, la protection de la personne est fondamentale. Moi, j'accepte que l'État me sanctionne si je casse des règles. Je n'accepte pas que l'État entre dans moi-même, dans la façon que je disais. Et attention, parce que ce n'est pas seulement la deuxième identité du mobile. Il va y avoir un troisième double de moi-même. Ça veut dire la machine, l'intelligence artificielle qui va faire les choses pour moi dans quelques années. Et dans tout ce monde-là, ce n'est pas de la science-fiction que je suis en train de faire, c'est de la réalité. Moi, la raison pour laquelle, et je termine là-dessus d'une façon peut-être un peu forte, mais je pense que c'est le moment des discours forts, la raison pour laquelle je veux que l'Europe s'unisse davantage, c'est que je ne veux pas que moi-même, mes enfants, nous grandissions dans un monde dans lequel chacun de nos pays, tout seul, sans d'Europe forte à nous unir, à nous rendre influents dans le monde, que chacun de nos pays, à la fin de tout ça, finisse par devoir décider si être une colonie américaine ou une colonie chinoise. Moi, je ne veux être ni une colonie américaine, ni une colonie chinoise. J'aime les Américains, j'aime les Chinois, mais je suis italien et je veux être européen. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose d'entendre notre dernière proposition. Philippe Secrétin. Merci, Père Jean-Baptiste Arnaud, de cette invitation. Et je veux dire aussi merci à vous et à Antoine Arjakovski d'avoir animé pendant ces 2 ans ce séminaire qui a été riche de la diversité des cultures, des parcours, des styles, des idées des intervenants. Car nourrir notre civilisation commune, celle dont nous parlons, c'est bien sûr dialoguer avec ceux qui actualisent, qui enrichissent nos propositions. Et mes 3 prédécesseurs viennent de le faire avec talent. Mais c'est aussi, et vous l'avez osé, débattre avec des pensées plus disruptives. Et je pense comme ça, par exemple, et il y aurait d'autres exemples, au dialogue que vous nous avez invité à avoir, permis d'avoir avec quelqu'un comme John Milbank. Ce n'est pas rien d'être radical, orthodoxe, et de venir parler de l'Europe. Et nous vous devons cette chance de cette diversité des approches que nous avons pu avoir pendant 2 ans. Alors, à 10 jours des élections au Parlement européen, votre proposition d'inventer un personnalisme législatif semble parfaitement pertinent. Vous êtes dans les temps. Et le fait de la nourrir des précisions qui viennent d'être apportées dans le domaine institutionnel, dans le domaine culturel ou dans le domaine économique crédibilise la vision. Et nous avons rappelé que la vision était nécessaire. Mais serons-nous entendus? Si l'on croit les sondages, non, nous ne sommes pas entendus. Nous ne sommes pas entendus par les citoyens, et dans certains cas ils sont majoritaires, qui s'abstiennent.
ou qui rejette. Clivage, avez-vous dit? Oui, clivage. Clivage dramatique. Nous ayons moins conscience que nous ne représentons pas nos concitoyens, nous, dans cette salle aujourd'hui. Alors, suis-je dramatiquement pessimiste? Quand même. Le débat politique réserve quelques surprises. Par exemple, l'économie sociale de marché, citée dans votre très bien rédigée proposition numéro 5, ne semble plus aujourd'hui au cœur du débat politique allemand, alors que c'est là où ce concept est né. Est-ce que ce serait de France que viendrait l'innovation? J'ai eu, comme plusieurs d'entre vous, la surprise de lire dans Le Monde l'appel signé par Geoffroy de Bézieux, Laurent Berger, le responsable du MEDEF, de la CFDT, de la CPME, de la CFTC. Ce n'est pas si fréquent dans notre pays d'avoir ces co-signatures. Et ce texte prend le concept de SM, celui que vous citez dans votre proposition 5, l'enrichit de la dimension environnementale qui n'existait pas quand il a été créé en Allemagne. Mais ce texte, et c'est en ça qu'il nous intéresse, dit que ce thème de l'économie sociale de marché est possible à mettre en œuvre et qu'il n'est pertinent qu'au niveau européen. Ah bon? Il y a donc des voies a priori divergentes qui s'unissent pour dire la pertinence du niveau européen pour traiter de ce domaine. Et je trouve que votre proposition 5, qui a été nourrie par les travaux lancés ici même au Bernardin, et avec quel talent, par Baudouin Roger et tous les universitaires qu'il a su rassembler, est plus précise que ce texte. Et elle demande de s'appuyer sur une redéfinition de l'entreprise. Et j'ai apprécié que ce matin, dans un discours autrement philosophique que le mien, l'entreprise ait également été citée comme l'une des communautés possibles qui permet de faire vivre le personnalisme. Donc merci pour cette proposition 5. Là encore, et la loi Pacte, le débat sur la loi Pacte, et je regrette que Dominique Potier ne soit plus parmi nous, le débat sur la loi Pacte l'a bien démontré, nous avons buté politiquement en France sur le fait que avancer sur une évolution de l'entreprise, tout le monde dit c'est pas possible, il faudrait que ça se fasse au niveau européen. Eh bien très bien, merci de l'avoir dit aussi clairement dans votre proposition. Car cet appel à des politiques solidaires pourrait donc, comme je suis un peu plus réaliste, je dis, aurait pu structurer cette campagne. Cette nécessaire solidarité en Europe est au cœur de l'appel qui a été lancé par 12 organisations européennes rassemblées par Initiative des chrétiens pour l'Europe. Alors j'ai apprécié que dans le débat ce matin, 3 d'entre vous ont dit c'est très bien, vous avez parlé philosophie, économie, on n'a pas entendu le mot spirituel. Eh bien, permettez aux laïcs de base que je suis de mettre le spirituel sur le tapis. Oui, Initiative des chrétiens pour l'Europe a été une vieille histoire. Dès l'an 2000, les Semaines sociales de France se rapprochent du Comité central des catholiques allemands, le ZDK, pour publier, en 2000, un manifeste pour une conscience européenne. Aujourd'hui, 12 organisations partenaires qui représentent, car certaines d'entre elles sont étalées sur plusieurs pays, 15 pays différents, de l'Ouest et de l'Est et du Sud. Et ce texte est très structuré sur l'attention, solidarité, responsabilité. Mais il intègre aussi d'autres textes, d'autres thèmes évoqués par vos propositions, ainsi la paix, dans le respect de la souveraineté, et nous pourrons reparler de cette nécessité d'articuler la défense et la souveraineté, votre proposition 8, ou encore votre proposition 9 sur la politique migratoire. Mais d'abord, quelques mots sur la méthode. Alors, c'est des choses que vous connaissez bien, vous, les spécialistes de l'Europe, mais pour moi, c'était une découverte. Le texte se termine par « en tant que chrétiens, nous ». Cette conclusion de l'appel lancé par ICSE semble dire une évidence. Tout simplement, nous avons une certaine capacité à nous engager ensemble au nom d'une foi partagée. Eh bien, pour avoir été celui qui a été chargé par les 15 autres de rédiger le texte, je peux vous dire que concevoir et rédiger un appel me permet de dire que ce « nous » n'est pas si facile à poser. C'est une démarche préalable souvent délicate. Et pourtant, l'occasion est là. Le 26 mai, nous l'avons rappelé, dans 10 jours, chaque citoyen européen est appelé à élire son représentant au Parlement. Unité d'action, le 26 mai, unité de temps. Première difficulté dans notre théâtre politique, pas d'unité de lieu, parce que ce texte,
On a commencé à en parler à Riga, on l'a conçu à Cracovie, on l'a largement rédigé à Luxembourg, et puis on a fini par le valider dans la négociation à Milan. Et ce travail oblige les rédacteurs, pourtant tous très bien disposés pour assumer leur diversité, à des remises en cause que, spécialistes de l'Europe, vous connaissez parfaitement, je suppose, vous savez arriver progressivement à un consensus, mais permettez aux militants de base que je suis d'avoir éprouvé ces difficultés. Europe de l'Ouest, centrale, de l'Est, première distinction dérangeante. Certes, il suffit de traverser Cracovie, l'architecture de nos villes. Et c'était bien que ce matin, après avoir parlé d'environnement qui nous unissent, on parle également de la trame urbaine qui nous unit, car c'est très vrai. Certes, traverser nos villes témoigne de notre culture commune. Mais très vite, la géopolitique s'impose dans le débat. Et l'histoire récente, ancienne, est immédiatement présente dans l'évocation des empires voisins, des tensions dramatiques. Et donc, pour certains d'entre nous, partenaires, ces tensions dramatiques devaient figurer dans le texte. Faute de quoi, le texte ne les intéressait pas. Deuxième prise de conscience, les différences dans notre rapport à la cité. Malgré les régionalismes qui ont été évoqués tout à l'heure, l'État-nation est pour nous, Européens de l'Ouest, une réalité assumée. Quand pour nos partenaires slovènes, croates par exemple, ils insistent et nous disent la différence qu'ils perçoivent entre citoyenneté et nationalité. Donc dire nous suppose de prendre conscience que le partenaire peut avoir un rapport politique différent du nôtre. Troisième décalage, puisque vous avez souhaité qu'on évoque le spirituel, pas si facile. La diversité des rapports entre le spirituel et le politique, notre sainte laïcité, le 5e évangile, se confronte d'abord à ceux pour qui le religieux est constitutif de la conscience nationale. Et plus près de nous, sans parler de nos amis des Balkans notamment, mais plus près de nous, la capacité de nos amis allemands à nommer et à valoriser les choix religieux des personnalités politiques va bien au-delà du rôle de la démocratie chrétienne. Car en Allemagne, il est normal, il est souhaitable, il est publié que des chrétiens s'engagent dans différents partis comme chrétiens. Voilà donc, parmi d'autres, 3 différences d'approche, et pourtant, nous avons rédigé un texte commun. Alors j'ai été aidé en cela par un petit mail reçu d'un sympathique partenaire slovène qui me dit « N'essaye pas de faire un plan à la française ». Vous autres, les Français, vous faites toujours des plans. Introduction, 3 parties. Non, n'essaye pas, c'est typiquement français. Pourquoi n'utiliserais-tu pas tout simplement les grands textes fondateurs du pape François? Et c'est effectivement, en prenant par exemple ce que le pape François a dit à Strasbourg en 2014, quand il a rappelé que le pragmatisme économique fondateur ne suffisait pas à construire l'Europe aujourd'hui, à cette renaissance, qu'il fallait la fonder sur la sacralité de la personne. Voilà une position politique forte, elle nous unit, elle a été citée immédiatement. Elle a été saluée par les Européens qui lui ont attribué en 2016 le prix Charlemagne. Et donc nous avons immédiatement repris ce texte prononcé par le pape François en recevant le prix Charlemagne pour retravailler le thème de la solidarité. Ce lien entre le droit et le devoir à tisser dans l'espace et dans le temps. Et ce qui est passionnant dans le fait de remettre le spirituel dans le débat politique, c'est que ça oblige immédiatement à se situer dans le temps long. Et la diversité des ancrages géographiques de chacun d'entre nous n'a pas fait obstacle au fait que cette solidarité est élue entre nous et vers ceux qui nous appellent à l'aide. Appeler à des politiques fiscales et budgétaires responsables qui intègrent ces exigences sociales est un choix politique. Et là, allez voir le texte d'Ixé. Si vous le cherchez, vous le trouvez dès la première page, la page d'accueil du site des Semaines sociales de France. Le texte d'Ixé devient plus précis et dit « Le Parlement européen doit être acteur de politiques structurelles dans ces domaines. Les exigences sociales, les politiques fiscales. Et oui, Monsieur le Premier ministre, ce texte dit bien « Nous avons à prendre en compte cette nécessaire solidarité à travers les politiques fiscales. » Sur l'immigration, sur le droit d'asile, le débat que j'ai entendu ce matin m'amène à avoir une relecture critique de notre texte d'Ixé. Car, vous vous en doutiez,
Ce texte redit l'ensemble des raisons éthiques pour lesquelles nous avons, dans les politiques migratoires, une nécessaire prise en compte de la solidarité. Ce texte dit des choses passionnantes sur le fait que, oui, nous sommes en tension à l'intérieur de chacun de nos pays et entre pays sur ces sujets, et que l'acte citoyen ne peut pas se réduire au seul vote. Il faut aussi, entre organisations, engager le dialogue, débattre, mobiliser d'autres outils que nos représentants dans les parlements nationaux ou européens pour faire vivre cette solidarité. Et ce texte dit bien que l'acte politique ne peut pas se réduire au vote, que l'acte politique, il passe aussi par l'action à travers les églises, les associations. Mais ce que j'ai entendu ce matin m'a montré qu'il était sympa, mon texte, mais que nous avions loupé l'analyse. Nous sommes un peu trop contentés du devoir, de l'éthique, en cherchant à dépasser le cadre électoral pour entrer dans le cadre de l'action et de l'engagement. Il me semble, et je rencontre mes collègues à Dubrovnik, je crois, oui, à la fin de l'été, je pense que je vais partager avec eux le fait que j'ai ressenti que sur ce point, le simple fait d'un appel à la morale collective est insuffisant et qu'il nous manque vraisemblablement de retravailler tout ce qui a été suggéré ce matin sur les analyses, les raisons économiques, sociologiques, culturelles, qui nous empêchent de pratiquer cette régulation nécessaire des politiques migratoires afin de permettre les intégrations. Alors, la fin du texte sur la subsidiarité n'est en rien une tentative d'optimiser le fonctionnement de l'Europe. Vous savez, le fameux discours sur le thème de la subsidiarité, c'est très bien parce que c'est ce qui permet aux différents systèmes d'être les plus efficaces. Non. Elle est reconnaissance de notre diversité, ça a été dit tout à l'heure, condition de l'exercice de la démocratie, respect de nos différents ancrages culturels et religieux. Elle pose la subsidiarité non pas comme un système d'optimisation fonctionnelle, décider et faire au niveau le plus efficace, mais bien comme un préalable à l'appropriation de l'espace politique par le citoyen. La subsidiarité conditionne l'exercice démocratique. Alors ce texte a été rédigé en anglais, en français, en allemand, débattu finalement en Globish English, et puis réécrit, heureusement, en vrai anglais, en vrai français, en vrai allemand, pour ôter les lourdeurs du texte négocié et permettre d'avoir un texte qui nous permette à chacun, dans chacun de nos pays, de nous adresser à nos concitoyens. Et ainsi, en France, au moment où les semaines sociales se réinventent totalement et transforment leur modèle pour passer d'un modèle largement constitué autour de sessions dans lequel l'expertise tombait sur le bon peuple, en des rencontres dans lesquelles ce bon peuple est appelé à analyser, à discerner et à s'engager, et à faire état et à partager ses expériences et ses analyses, on découvre que pour faire ça, il est majeur de ne pas être tout seul et d'être dans un réseau. Et c'est clair que l'écosystème dans lequel vivent les semaines sociales, l'écosystème actif en France, a également cette dimension européenne. Et il me semble que si nous avons toujours l'objectif de contribuer à l'élaboration et à la diffusion de la pensée sociale de l'Église, il était majeur que nous vivions aussi dans un réseau européen. Il me semble que l'appel d'Ixelles le montre. Alors cet appel a été rédigé avant que ne se stabilise l'offre politique pour ces élections. Donc il ne s'agit pas de réinventer la démocratie chrétienne. Cet appel laisse à l'électeur le choix le plus large. Il lui donne simplement à celui qui rédige un programme ou à celui qui vote quelques outils de discernement pour discerner des convergences ou des oppositions. Mais je reviens quand même à mon propos introductif. Sommes-nous audibles ? Et je suis inquiet et je note que 2 des thèmes cités dans vos propositions ne sont pas évoqués dans cet appel et je pense qu'il faut qu'on retravaille là-dessus. Vous dites dans vos propositions « promouvoir un droit personnaliste dans les médias », thème que vous venez d'évoquer parallèlement, et mettre en œuvre un humanisme digital. Et effectivement, nous n'avons rien dit sur ces thèmes. C'est-à-dire que nous avons fait comme si le débat politique se perpétuait. Et il me semble que ne rien dire sur ce thème, c'est de ne pas avoir pris au sérieux la réalité du clivage. Et donc, puisque je retrouve très prochainement mes partenaires, c'est bien là-dessus que je vais les inviter à travailler. Merci. Merci.